What do you think of my hat? All right, I'm gonna sign the hat and I'm gonna throw it out. Les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron sont terrifiantes. Il a notamment promis de fournir à l'Ukraine des avions de chasse Mirage 2000, mais tout le monde s'attend à ce qu'il annonce d'un jour à l'autre l'envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'il veut juste, Macron ? Il me semble que Macron cherche l'amour. Comme l'héroïne du film qui porte son nom, Emmanuel, il se jette d'une passion à l'autre. Il a passionnément aimé la Russie, puis il a passionnément aimé le régime de Kiev, et il déteste maintenant tout aussi passionnément la Russie. Son autorité est une autorité de rien du tout. C'est une autorité qui ne vaut pas cher. Elle est fondée sur une popularité momentanée. Le nombre de likes, de références à tel ou tel site ne signifie pas que les informations diffusées soient exactes. Il s'agit uniquement d'indicateurs quantitatifs. J'ai l'impression qu'il fait ces déclarations bizarres, controversées, douteuses, même pour l'OTAN, dans un seul but: être constamment en vue. À mon avis, il pense que peu importe ce qu'il dit, peu importe comment il le dit, l'important c'est qu'il y ait des journaux faisant leur gros titre de son nom. L'important c'est que tous les médias internationaux parlent de sa personnalité. J'ai entendu les évaluations de politologues français. Selon eux, Macron cherche ainsi à se paver la voie pour accéder au pouvoir au sein de la Commission européenne ou de l'Union européenne, simplement en augmentant sa cote de popularité par tous les moyens. Encline à croire qu'il est en effet si égoïste qu'il est prêt à tout mettre en jeu, à savoir l'histoire de la France, le bien-être des Français, la sécurité de la France, uniquement pour ses ambitions de carrière. Ce n'est même pas comparable à Napoléon. Napoléon avait les ambitions d'une véritable personnalité, pour ainsi dire. Nous ne sommes absolument pas des fans de Napoléon. Comme vous savez bien, il a tenté d'envahir la Russie, il est venu à Moscou et l'a incendié. Mais ensuite, des soldats russes l'ont accompagné jusqu'à Paris pour qu'il ne se perde pas. Au moins, il avait des ambitions liées à son pays, qu'est la France. En revanche, les ambitions de Macron ne concernent que lui-même. Je ne veux pas entrer dans les détails de sa vie privée, de ses bizarreries, mais il est évident que c'est un homme ayant de graves problèmes psychologiques. Peut-être que pour lui, c'est un moyen d'échapper à ses problèmes personnels. Je pense qu'il s'agit d'une part d'ambition colossale et non fondée, du souhait de poursuivre une carrière politique à l'échelle mondiale, et d'autre part de problèmes psychologiques qui ne lui permettent pas de penser de manière systématique et de construire des chaînes logiques. Et je le répète, c'est lui qui a tout mis en jeu. Ça fait longtemps que la France n'a pas connu une honte telle que celle qu'elle connaît aujourd'hui. Elle a connu une honte comparable au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement français est devenu un gouvernement collaborationniste et n'a pas résisté aux troupes d'Hitler. C'est à peu près le même niveau de honte que connaît la France aujourd'hui. Je tiens à rappeler que l'autre jour, le ministre français des Affaires étrangères, protégé de Macron, a littéralement déclaré que la Russie n'avait pas été invitée aux célébrations du jour J. Jour où l'Europe a été libérée du nazisme et du fascisme, parce qu'il y a 80 ans, les Alliés avaient vaincu l'impérialisme. Pardonnez-moi, mais il faut être complètement ignorant pour déclarer une chose pareille. Et pas du point de vue de l'histoire d'un autre pays, mais de la sienne. Personne n'a jamais vaincu l'impérialisme. C'était la victoire sur le fascisme, sur le nazisme. Et s'ils avaient combattu l'impérialisme, la France aurait dû se battre elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Macron lui-même, ainsi que tous ceux qu'il a portés au pouvoir, n'ont ni les connaissances, ni l'expérience, ni le niveau de compétences requis dans les domaines dont ils sont responsables.
C'est une situation étrange qui ne s'est jamais produite en France. Il faut le garder à l'esprit lorsque l'on entend les déclarations de Macron qui se suivent. Maintenant, parlons de ce qui se passe. Les États-Unis poussent le continent européen vers un nouveau conflit continental. C'est évident. Washington l'a fait maintes fois. Je vous rappelle que ce sont les États-Unis qui ont bombardé la Yougoslavie, un État situé au centre de l'Europe. Il pourrait sembler que le continent européen soit parfaitement capable de résoudre ses propres problèmes. Les plus grandes armées, une histoire riche et d'énormes capacités financières. Mais non. C'est Washington qui a constamment pris des décisions pour l'Europe occidentale et a essayé de faire la même chose avec la Russie. Cependant, la Russie a clairement indiqué qu'elle n'était pas satisfaite de cette approche. Notre culture, notre histoire, notre souveraineté et notre indépendance, nos intérêts nationaux sont plus importants que d'être le vassal de Washington. L'Europe occidentale ne pouvait pas en déclarer autant, compte tenu du fait que la France, sous Macron, à notre regret, est devenue absolument dépendante des forces politiques de Washington. Ensuite, nous y répondrons. Quand et si ces décisions exprimées par Macron sont mises en œuvre, la France essuiera malheureusement une réponse russe. Et dans ce cas-là, les Français devront s'adresser à leur président et se rappeler que nous ne voulions pas d'une telle évolution. Guerre à Gaza, vous pouvez pas comprendre ce qui se passe à Gaza si vous oubliez que depuis la découverte du gaz et du pétrole en Méditerranée, et selon les lois et les règles internationales, tous les pays côtiers ont droit à des royalties sur le gaz et le pétrole qui sont tirés des fonds marins. Alors en face de Gaza, il y a un gisement. Le calcul de la rentabilité du gisement pour Gaza, pour le kilométrage, les kilomètres de plage de Gaza, c'est 3 milliards par an de dollars. Et donc vous comprenez tout de suite l'intérêt de chasser les Palestiniens de Gaza pour récupérer cette zone. C'est un élément du problème dont on ne parle pas en France, mais qui est pourtant, je vous garantis, un véritable problème. On massacre pas des enfants. C'est une évidence. On a un génocide. On a le premier génocide de l'histoire qui est documenté en direct par des vidéos qui nous parviennent tous les jours. Tous ceux qui se taisent savent ce qui se passe. Ils sont tous complices. Je ne pardonnerai pas à ceux qui se sont tus. Jamais. Ce qui se joue à Gaza, c'est l'essentiel, c'est le cœur même de l'humanité. Si on se tait là-dessus, on ne peut plus l'ouvrir sur quelque sujet que ce soit. Aujourd'hui, on estime à peu près 15 défunts dont les organes auraient été prélevés. Et pas un organe. En l'occurrence, des cas dont j'ai pu avoir connaissance sont tous les organes. Donc une mesure absolument, au-delà d'être inutile, complètement disproportionnée. Et les familles n'ont pas été averties. Donc il y a probablement des familles qui ne sont pas au courant qu'elles ont enterré des défunts dont les organes sont sous scellés quelque part à l'IML de Nice. On veut des explications parce que les réquisitions du procureur, et il était en charge, Monsieur Molins, à l'époque, prévoient évidemment des prélèvements, mais comme dans toutes les réquisitions, enfin d'autopsie dans le cadre d'une enquête judiciaire, mais des prélèvements de viscères si nécessaires. Il n'est pas contestable en l'espèce que les causes de la mort étaient connues. On sait que malheureusement toutes ces personnes décédées ont été percutées par le camion. Donc le prélèvement d'organes ne peut avoir comme fin d'investiguer sur les causes de la mort. Les PV de mise sous scellé d'organes n'ont pas été versés au dossier d'instruction. La seule explication qui a été donnée, puisqu'on a interrogé le procureur de Nice à l'époque, qui est indigne, à l'époque, était que les prélèvements massifs de tous les organes ont été effectués pour prémunir le personnel hospitalier d'éventuelles plaintes sur la prise en charge. Ce qui est hallucinant. Il y a un fondement juridique à ça, un fondement légal? Absolument pas, absolument pas. Donc évidemment, c'est le moment ou jamais, c'est le dernier moment puisque Thierry Vimal vient de vous le dire, ça fait 4 ans qu'ils se battent pour avoir des explications, elles n'ont pas été données. Des explications valables, j'entends, pas des explications complètement hallucinantes, de vraies explications. Et des excuses publiques, bien évidemment.
niveau-là, j'ai envie de vous dire qu'il croit carrément n'importe quoi. Hein. On va quand même poser la chose, on peut le dire. Alors c'est une étude de l'IFOP très sérieuse qui le prouve, commandée par la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Reboot, qui travaille sur l'esprit critique. Hein, normalement, bon, autant vous dire qu'ils ont du boulot. Visant à mesurer la porosité donc des jeunes aux contre-vérités scientifiques, ils n'ont pas été déçus. Donc parmi les 11-24 ans, c'est assez flagrant sur le mode dans le domaine scientifique. Un jeune sur 6 pense quand même que la Terre est plate. Bon, déjà voilà, ça c'est dit. On piétine quand même un siècle de lumière et plus que ça encore. Un jeune sur 4 réfute la théorie de l'évolution tout simplement. Il pense que l'être humain a été créé par une force surnaturelle, spirituelle, par exemple. Pourquoi pas Dieu ? 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Bon là, on est dans le complot à plein tube, on peut se le dire. C'est aussi, alors on peut excuser ça en partie, vous savez, cette période post-Covid où vraiment il y a eu beaucoup de théories sur les vaccins qui étaient nocifs, le complotisme et tout ça. C'est vrai que voilà, ça a fait quand même, c'est une période qui a fait la part belle au complot. J'en reste. Oui, je sais bien, je vous vois. Attendez, vous avez dit 1 jeune sur 6 pense que la Terre est plate. C'est ça, bien. On est bien là, on en est là. Évidemment, quand on parle de notre jeunesse aujourd'hui, on sait qu'ils sont absolument rivés, ils ont les yeux rivés sur ces réseaux sociaux et que c'est vrai que l'irrationnel, il est particulièrement fort chez ceux qui utilisent ces réseaux sociaux. Sans surprise, 69% des sondés ont consulté les réseaux sociaux dans le mois qui précède l'enquête et 1 sur 10 seulement a ouvert un journal ou s'est informé via un organe de presse, une radio d'information, une chaîne d'information, un site d'information. À ce niveau-là, j'ai envie de vous dire qu'ils croient carrément n'importe quoi. On est en train de nous expliquer qu'il est nécessaire de faire la guerre à la Russie. Mais moi, je veux qu'on m'explique pourquoi, en quoi elle menace la France, en quoi elle menace les intérêts vitaux de la France, en quoi le sort de l'Ukraine est-il vital pour la France. Enfin, des vraies questions. Il suffit pas juste de dire c'est nos valeurs. Non, le pouvoir de Kiev, il correspond pas à nos valeurs. Hein. Les gens qui sont qui entourent, qui vérolent, à vrai dire, l'administration ukrainienne, ils correspondent pas du tout à nos valeurs. Hein. Faut s'intéresser à eux un petit peu quand même pour voir ce que c'est. Hein. Le sujet, c'est que le rapport de force a changé, que nous n'en sommes plus du tout les maîtres, que nous sommes tout à fait secondaires dans ce truc, et que plus on se colle avec toutes les illusions possibles et imaginables et dans des postures de servilité à l'Amérique, plus on s'affaiblit en fait. On s'affaiblit géopolitiquement. Ce week-end, il y a eu une fake news, comme on dit aujourd'hui, qui a circulé, qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Nos enseignants nous écoutent. Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage. C'est un scandale de dire ça. On a besoin de faire mieux connaître vos métiers. Et donc, alternance apprentissage et orientation dès la 5e pour faire connaître ces métiers. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Ils sont victimes d'islamophobie. C'est pas parce qu'ils sont pas assez intégrés ou trop visibles, c'est parce qu'ils sont trop bien intégrés. Le voile a commencé réellement à poser problème en France lorsqu'on s'est aperçu, comme l'a rappelé Zara tout à l'heure, que les femmes voilées n'étaient plus seulement des femmes de ménage, que c'était des lycéennes très studieuses, qu'elles étaient les meilleures élèves de leur classe, qu'elles commençaient à obtenir des maîtrises, à l'époque on appelait ça des ESS, des doctorats, c'est-à-dire et qu'elles briguaient des postes à responsabilité dans les entreprises. Hein. Or, en France, hein, on préfère un imam de Drancy qui parle mal le français, qui ne connaît pas la culture française, plutôt qu'un Tariq Ramadan, un universitaire cultivé qui parle admirablement la langue de Voltaire, qui connaît tout à fait les codes des Français et qui connaît parfaitement la culture française. Hein. Voyez comment on a un certain imam, on l'a transformé en porte-parole des musulmans de France. Et ce Tariq Ramadan
qui a beaucoup plus de légitimité pour jouer ce rôle, on n'en veut pas. Parce qu'il est trop beau français pour être vrai. Et je crois que ce que veulent les Français, ils ont besoin de cet ennemi de l'intérieur, de ce déchet de la République. Vous savez, c'est un peu comme les hommes qui idéalisent tellement leurs femmes qu'ils deviennent impuissants face à eux. Alors, la seule manière de retrouver leur puissance sexuelle, c'est d'aller prendre une maîtresse qu'ils méprisent. Hein, classiquement, c'est le PDG avec sa secrétaire. Hein, c'est-à-dire une femme qu'il méprise suffisamment pour se sentir revalorisé en sa présence. Et là, sexuellement, ça marche. Hein, eh ben, les Français, ils veulent maintenir le musulman à cette position d'exclusion. Si c'est un pauvre immigré, si c'est une femme de ménage qui porte le voile, alhamdoulilah.